Bienvenue dans Belle News TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous allons aussi vous présenter ce nouveau numéro du Congo profond. Est-ce que connaissons-nous, nous Congolais, notre pays, le Congo en profondeur? Eh bien, ça commence par Banana, qui est dans la province du Congo central. Vous remontez à Zongo-Libenge, dans la province du Sud-Ubangi, pour remonter dans la partie extrême est, au niveau du territoire de Faradje, dans la province de Haut-Ouélé. Vous redescendez un peu l'île Idju, qui appartient au sud Kivu, pour descendre vers Sakanya, dans le Haut-Katanga, et atterrir au centre, dans la province de Sankourou, avec comme chef-lieu Lusambo, chez Papa Wemba, notamment avec le territoire de Lubefu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce Congo profond, ou Congo en profondeur. Et pour vous, nous avons reçu un cadre de la plateforme électorale qui est très connu et très prisé même au Congo-Kinshasa. Il s'agit de la Mouka. Nous recevons pour vous M. Jonathan Ngbele, à qui je dis également bonjour. Bonjour cher Eric, bonjour également à nos téléspectateurs de Belle News TV et de l'émission Congo Profond. Grande notre joie d'être aujourd'hui compté parmi vos invités. Je pense, comme je ne cesse de le dire, nous ne sommes pas plus méritants que ceux qui nous suivent, mais c'est parce que vous avez fait appel à nous et que par devoir patriotique, nous allons réagir et opiner pour l'intérêt de la République, car par-dessus tout, nous n'avons que le Congo. Mais bien évidemment, il faut noter aussi que je suis le président national d'un mouvement politique qui s'appelle Pour l'amour du Congo, un mouvement œuvrant au Congo depuis 2018 et grâce à qui nous menons aux côtés du président Martin Fayulu Madidi ces combats pour la reconquête de notre souveraineté. Et puisque vous parlez de Martin Fayulu Madidi, ici je crois que vous le représentez aussi valablement, le Congo pleure un vaillant. Le Congo pleure une étoile qui s'est éteinte depuis le dimanche 11 juillet 2021 à Versailles, à Paris, en France. Il s'agit du cardinal Laurent Mosengo Passigna. Avez-vous un mot à placer? Parce que c'est aujourd'hui, dimanche 18 juillet 2021, que sa dépouille immortelle arrive à Kinshasa. Déjà, il faut dire que nous avons encore des raisons pour garder notre brassard noir parce que nous les portons simplement pour commémorer les départs de tous les Congolais qui nous quittent bien sûr sans être assistés par l'État congolais. En amont, nous présentons nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique et même à la famille ecclésiastique catholique. Mais il faut dire un mot, et c'est les regrets même que nous exprimons. Aujourd'hui, le cardinal était malade depuis un moment, mais n'a pas bénéficié de l'assistance de l'État congolais. Par là, je vais dire quoi? Le départ pour l'Europe, précisément la France, a été occasionné par la volonté du président Denis Sassou Nguesso, qui a décidé de disponibiliser un jet privé pour le ramener là-bas. Mais pourtant, nous savons tous l'apport considérable que le cardinal a y apporté pour notre pays, notamment en acceptant volontiers de présider la conférence nationale souveraine, pour laquelle plusieurs Congolais ont accepté de mettre de côté leurs égos personnels pour voir la République évoluer. Mais aujourd'hui, fort malheureusement, on est là pour prendre des jets et donner à des compatriotes qui ne font rien. Là, je prends le cas de celui qui est venu pour nous aider avec l'Artemisia pour la Covid, qui est là, en libre de travail pour la nation. Vous faites allusion à qui? Au docteur Jérôme, bien sûr. Il s'est érigé en implanteur. Jérôme, il y en a plusieurs. Bonsoir. Jérôme Mouniangui. Il s'est érigé en implanteur de parti. Mais pourtant, un Congolais malade devait également bénéficier de ces jets privés-là. Donc nous pensons, nous, que tous ceux qui travaillent pour la République doivent comprendre aujourd'hui que si un jour nous devons tomber, la République ne nous viendra pas en aide. Vous êtes jeune, mais vous êtes cadre également de la Mouka. Dites-nous, qu'aviez-vous retenu du passage si éloquent du cardinal Laurent Mosengo Passigna? Déjà, c'est un homme ouvert d'esprit, un homme qui voulait par-dessus tout le bien de son peuple. Je me rappelle encore de son discours où il a fait allusion à un départ de médiocre. Je voyais là un compatriote qui voulait à tout prix que le système change. Fort malheureusement, ce discours n'a pas été su parce que le système n'a pas changé. Je retiens aussi de lui son homélie de 2018, bien avant les élections, où il souhaitait avec amour et volonté que nous ayons des élections apaisées pour lesquelles seules les volontés exprimées par le peuple devaient être proclamées. Chose qui n'a pas été faite. Je retiens de lui encore la volonté d'être toujours à la disposition de son peuple parce que, en dépit du fait que sa santé était fragile, il a accepté d'être consulté à chaque fois que l'on voulait avoir de lui des opinions ou des orientations. Donc c'était un compatriote qui avait tout pour le Congo, qui a tout donné pour le Congo.
Et vous voudriez que les choses se passent comment, maintenant qu'on est en train de faire les obsèques? Déjà, les vins étirés, s'il faut le dire comme ça, nous avons perdu un compatriote. Tout ce qu'il peut faire maintenant là ne viendra pas redonner vie à l'âme de notre cardinal. Pendant qu'il avait besoin de ça, on n'a pas été là pour lui. On avait besoin qu'il quitte les Congo à temps pour être soigné. C'est que la République n'a pas fait. Maintenant qu'il est parti, ils vont bien offrir à boire, ils vont bien offrir des tentes, ils vont bien offrir des sépulcres, voilà, des dîners de bonne qualité. Mais après, c'est au fait ça la réalité. Nous avons besoin que le Congo protège les siens, notamment en donnant des soins adéquats, parce que même la Constitution le dit, nous avons droit à être en bonne santé. Et cela passe par la volonté et l'implication de l'État congolais. Est-ce que ce n'est pas non plus un travail de nous tous? Pourquoi seulement lorsque malheur arrive dans le cas de maladie, il faut simplement que le nôtre puisse aller ailleurs? Est-ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas batailler dur pour former les nôtres afin que ceux-ci soient capables de pouvoir nous soigner sur place, que plutôt de toujours vouloir se déplacer? Et lorsqu'on s'y prend un peu en retard, comme c'est le cas, comme vous le dites, c'est les drames qui arrivent. Déjà, il faut dire que nous avons le meilleur dans ces pays. Je vous cite le nom de Batango par exemple. Il nous a produit Manacovid, qui n'est pas un préventif mais un curatif. Qu'est-ce qu'on a fait de cette science-là? Même pas un petit financement, un accompagnement de l'État, nous ne l'avons pas vu. Et selon vous, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas promouvoir nos propres œuvres? La mauvaise volonté et bien sûr le manque de politique de gestion. Parce que s'il y avait une politique de gestion, les compétences nous l'avons, mais les installations, aujourd'hui, on peut compter 10 à 8 aux formations hospitalières équipées de matériel, de nouvelles technologies, bien sûr, en même d'assurer les soins appropriés. Non, il n'y en a pas. C'est plutôt des fondations, des ASBEL qui se donnent le droit de faire des centres hospitaliers. Mais quand nous irons là-bas, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas tous les Congolais qui ont accès là-bas, notamment par les trains de vie qui posent déjà problème. Aujourd'hui, nous déplorons, oui, c'est les cardinals. Parce que lui au moins est cardinal. Et pour les Congolais lambda, pour ceux qui n'ont pas le moyen, ou pour ceux qui n'ont pas le rang du cardinal, quel est leur sort? Ils en meurent chaque jour au travers des hôpitaux de la République. Notamment parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Et les hôpitaux auxquels ils sont confrontés n'ont pas d'équipement ou même n'ont pas de personnes qualifiées. Parce que ceux qui sont qualifiés préfèrent là où on les traite mieux. Mais vous, au niveau de la Mouka, que faites-vous justement? Déjà, il faut dire que dans la Mouka, comme pour renverser positivement toutes nos réalités négatives aujourd'hui. Contrairement à ceux qui nous gouvernent par défi aujourd'hui, nous avons un programme qui a été chiffré et chronométré. Et dans ce programme, il y avait un volet où on parlait de la santé, qui commençait d'abord par répertorier toutes les formations hospitalières que nous avons, faire l'état de lieu de ce qu'ils ont besoin pour leur relance. Et ensuite, la construction. Pour une année, d'après le programme du président, il fallait avoir au moins 25 à 30 formations hospitalières nouvellement construites. C'est fait ça le bonheur d'avoir un programme. Mais ceux qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'ils font? C'est du tâtonnement. Tantôt ils vont dans le montage financier pour les véhicules, tantôt ils vont dans des promesses qui ne tiennent pas debout, tantôt ils vont dans des programmes. Du doigt le régime Tshisekedi alors? Mais bien sûr, quand on lance un programme de manière conjointe avec un homologue président et que vous n'êtes pas au courant des chiffres de ces programmes-là, qu'est-ce qu'on dit? C'est que vous n'avez pas de programme. Mais qui répondez-vous à ceux des Congolais qui pensent que nos acteurs politiques, toutes tendances confondues, y compris même Martin Fayulu, ils ont des bonnes idées quand ils sont dans l'opposition. Une fois aux affaires, et justement, eux tous, ils versent dans les tâtonnements. Déjà il faut donner cette démarcation-là. Le président Martin Fayulu n'arrive pas ou ne veut pas arriver au pouvoir sans programme. Déjà, il arrivera au pouvoir avec un programme. Et de deux, nous avons un programme. Nous n'avons pas de discours. Nous avons un programme chiffré et qui est daté. Et en sus de cela, la question de la moralité même de personnes, c'est quand même un héritier politique de Tshisekedi. Nous savons tous ce que Tshisekedi... Il y en a d'autres qui nient ça. Bon, ils sont libres de maintenir leur opinion, mais nous pensons, parce que nous l'avons suivi, nous avons vu le parcours, là où certains n'entraient pas, avec les Sphinx, lui il était là. Donc, il a hérité d'abord la constance, parce qu'il faut dire aujourd'hui, les versatiles sont connus, les inconstants sont connus, les médiocres sont connus, mais dans la constance, on sait lire. Martin Fayulu, c'est au fait ça la réalité. Et dans ces deux-là, il y a l'espoir d'un peuple. Et l'espoir qui est incarné par une politique de gestion en fait. Parce que la réalité aujourd'hui de mon pays, c'est que nous sommes confrontés à une gouvernance par défi. Et face à une gouvernance par défi, on résiste. Et quand on résiste, c'est pour avoir une souveraineté, c'est pour être autonome. Mais ils sont aussi nombreux les Congolais qui disent que la résistance là n'existe pas dans la Constitution, alors que vous vantez les contenus de cette loi fondamentale. Déjà, il faut dire que ceux-là ne maîtrisent pas la Constitution.
Parce que la conscience que moi j'ai voté par référendum lorsque l'UDPS envoyait les gens nus dans la rue pour les boycotter, impose la résistance. Nous avons l'article 64 qui nous demande de résister contre tous ceux qui veulent prendre le pouvoir, contre... Alors ça, c'est un langage qui frise un peu. Non, certains disent que non, vous êtes belliqueux. On prend le fait que vous avez été tous dans un même cas, ou dans un même camp, allais-je dire. Le Tshisekediste, le Katumbi, Bemba, Martin Fayulu, Mozitu, et même Nyamwisi, Moussa. Vous étiez tous dans un même camp. Lorsque l'autre est élu président de la République, proclamé provisoirement par la CENI, entériné par la Cour constitutionnelle. En principe, si vous aimiez vraiment ce pays comme vous prétendez le faire, vous devriez le rejoindre, parce qu'il vous a lancé quand même, tendu la main, pour que vous puissiez mettre en place ce que le régime d'avant, celui de Kabila, n'avait pas pu faire. Monsieur Eric, déjà il faut dire que nous étions tous dans une même formation politique, mais nous ne partageons pas les mêmes passés. Il y a des ceux-là qui étaient rebelles, il y a des ceux-là qui ont... Entendez-vous par passé? Voilà, je donne le cas ici. Il y a des ceux-là qui étaient dans des groupes rebelles, il y a des ceux-là qui ont pillé la République de par leur mauvaise gestion, et il y a des ceux-là qui étaient là que pour trouver une couverture. C'est déjà là la démarcation qu'il faut faire. Et une fois cette gouvernance par défi s'installe, et que certains souhaitent que nous puissions tendre la main. Vous savez, on tend la main lorsqu'il y a la sincérité, on tend la main lorsqu'il y a la vérité. Mais lorsqu'il y a le mensonge, on ne peut pas travailler. Déjà, le mensonge lui-même tue l'existence de la vérité, parce que ce sont deux forces contraires. Et sur cette terre, vraiment, vous pensez avoir X temps vers 0, comme qu'il y aura vraiment la sincérité à 100%, il n'y aura jamais un petit couac? Déjà, nous avons eu la sincérité une fois. Pourquoi nous avons été à Sun City? C'est pour nous dire des vérités en face. Et c'est encore possible que nous nous retrouvions, que l'autre accepte. Oui, voilà, je reconnais que je n'ai pas été à la hauteur, je reconnais que je n'ai pas gagné les élections, mais pour le bonheur du Congo, voyons devant. Et je crois que lorsque ce discours sera tenu, le président Martin tendra sa main et il va apporter son programme pour aider l'autre à évoluer. Alors, vous avez évoqué Sun City. Sun City avait été un grand forum organisé au niveau de l'Afrique du Sud et qui par la suite nous a conduit jusqu'au référendum. On a voté la Constitution. Il y a un sujet dans la Constitution qui aujourd'hui défraie la chronique. Il s'agit de la loi portant sur la nationalité congolaise. Quel est votre point de vue à vous depuis que Nsingi Pouloulou a endossé l'initiative de Noël Tchani jusqu'à déposer la proposition de loi au niveau de la Chambre basse du Parlement? Déjà, il faut dire que comme compatriote, je suis tenté d'appeler ça une mésaventure, une scène de théâtre, parce que aujourd'hui, le peuple a des besoins, le peuple a des urgences, le pays est par terre. Et les priorités ne devraient pas être de trouver comment verrouiller l'accès à certaines fonctions. Pourquoi? Parce que en acceptant de voter cette constitution en 2006, nous avons volontiers accepté de verrouiller déjà certaines fonctions. Je l'ai toujours dit, le malheur de mon pays, c'est qu'actuellement, ceux qui gouvernent n'ont pas la maîtrise de la Constitution simplement parce qu'ils n'ont pas voté. L'article 13 déjà de notre Constitution est clair. Vous ne pouvez pas prendre de lois ou de mesures qui tendent à réduire les droits inouïs de certaines personnes dans la Constitution. C'est déjà là le premier corollaire. Deuxièmement, nous avons l'article 72 qui dit clairement ne peut être président de la République celui qui est congolais d'origine. Et la notion de congolais d'origine est clairement détaillée dans l'exposé des motifs de la loi 2004 sur la nationalité, qui dit clairement et congolais d'origine, celui qui soit de père ou de mère. Et l'article 1er ajoute les deux autres modes d'acquisition de la nationalité, notamment par naturalisation et par acquisition. Ça également, il n'y a pas à dire. Descendons vers l'article 102, qui dit clairement que pour être éligible comme candidat de député national ou provincial, il faut être congolais. C'est ça la question. Et même l'article 206 revient encore pour dire, pour être sénateur, il faut être congolais. Quel débat nous voulons encore? Et même s'il faut aller plus loin, la loi qui organise la Banque centrale, l'armée, ils sont clairs dans cette matière-là pour dire que ne peut briguer ou ne peut prétendre être militaire ou ne peut prétendre être président, gouverneur de la Banque centrale du Congo que de père et de mère. S'il faut même aller encore plus loin, toujours dans la Constitution, l'article 220, dernier alinéa, dit clairement une révision constitutionnelle qui aura pour objectif de réduire le droit de personnes est proscrite. C'est ce fait la Constitution qui règle déjà la question. Et venons-en maintenant à l'initiative Tchani. Déjà, l'initiative Tchani souffre parce qu'il y a deux... Tchani, oui. Moi, Djamvita, oui. Allez-y. Il y a deux préalables qui n'ont pas résolu. En 2018, dans ce même pays, M. Nanga a sorti un rapport
où il répertoriait tous les candidats invalidés par son institution parce qu'il détenait la double nationalité. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Tchani peut nous dire qu'est-ce que le procureur général a fait? Parce que la détention de la double nationalité, c'est une infraction. Parce que la constitution de notre pays dit que la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment à d'autres. Et s'il faut aller encore plus, la deuxième, en 2017, a encore sorti un autre rapport pour répertorier le même Congolais qui détenait la double nationalité. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? Pour descendre encore plus loin, en 2011, M. Makila Soumanda soumet, Kamere président de l'Assemblée nationale, un moratoire de 3 mois. Mais qui a duré toute une éternité. Chez nous, ouais. Personne n'applique ces moratoires-là. M. Badi Banga, qui s'est retrouvé même à l'Assemblée à cette époque-là, a gardé sa nationalité jusqu'à renoncer un mois avant d'être Premier ministre de ces pays. Voilà un peu là où nous sommes. Donc il y a des problèmes qu'il faut déjà résoudre. Opérationnaliser le poursuite parce qu'il y a des rapports, le procureur doit s'activer et ensuite nous allons poser la question de est-ce que les contextes est-elle inouïs pour que nous puissions avoir cette loi? Parce qu'il faut dire... Le contexte est-il opportun, tu veux dire? Voilà. Parce que les pays sortent de zones de conflit. Nous sommes un pays post-conflit. Et après, les conflits, qu'est-ce que nous avons comme repère en premier lieu? C'est vouloir un développement. Nous voulons évoluer. Est-ce que nous allons évoluer avec les lois qui séparent? Est-ce que nous allons évoluer avec des lois qui vont nous amener vers une crise identitaire? C'est au fait dans toutes les questions. Nous pensons que la loi, elle peut être bonne ou mauvaise, mais les contextes posent problème. Et la question de l'opportunité. Actuellement, c'est les sociétés des Congolais qui posent problème. On nous interdit même d'afficher les taux de change. Pourquoi ne pas mettre en place une politique à même de sécuriser et de stabiliser notre économie? C'est un problème. Deuxièmement, l'égalité de vie sociale pose problème. Il y a de ceux-là qui travaillent de jour, de heures et même de nuit dans l'administration publique qui n'arrivent même pas à avoir un prix, une prix plutôt qui va à $200. Mais un conseil à la présidence vous touche jusqu'à 12 000 $. C'est là les questions qu'il faut débattre. Aujourd'hui, un député qui est mieux traité bénéficierait également de dupes qui lui est accordé par montage financier. Et pour les fonctionnaires, avec cette administration qui jusqu'à aujourd'hui nous avons des secrétaires généraux AI qui posent problème déjà, vous voulez nous amener vers une qui va nous diviser, qui va nous amener vers des guerres identitaires. Là, vous vous êtes expliqué par rapport à l'initiative de Noël Tchani, endossée on a des dispositions. Justement, endossée par Pouloulou Ntsengi, qui est député national. Mais je voudrais comprendre, à ce stade, puisque c'est déjà déposé, c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu débat au niveau de l'Assemblée nationale, ni non plus au niveau du Sénat. Vous auriez souhaité que l'on fasse quoi pour arrêter l'hémorragie? Parce que ça soulève des vagues de partout à travers le pays, ça bouillonne. Bon, il est certain que la loi, l'initiative est déposée, parce que j'aime bien l'appeler initiative, l'initiative est déposée. Il faudra encore attendre que la conférence des présidents les retienne pour une session. Et une fois qu'elle est retenue, il faut savoir ce que la plénière va dire, ou ce que la plénière prendra comme option. Mais nous pensons que pour le besoin de la paix, pour le besoin de la tranquillité et pour le besoin du développement de ces pays, parce qu'il faut dire, par-dessus tout, nous avons que les Congo. Et dans la division, on ne peut nullement penser développement. Dans la division, on ne peut nullement penser tranquillité. C'est pourquoi l'unité même que prône l'article 1er de notre Constitution voudra ce que, de manière pure et simple, cette loi soit retirée de par ceux qui ont accepté de les porter. Parce que, comme législateurs, ils ont des priorités. Les contrôles parlementaires, je poserai la question, M. Tsingipoul, depuis qu'il est là, combien d'initiatives des contrôles parlementaires a-t-il lancé? Combien? Combien? Parce qu'il est député. C'est dans ses prérogatives. Et s'il faut aller plus loin, combien de rapports Il n'est pas le seul, hein, ils sont à 500 là-bas. C'est fait dans la question. Déjà, lorsqu'on destitue Mme Mabounda, nous avons appris du rapporteur que sur 500 députés, à peine 86 déposaient le rapport parlementaire. Et nous avons appris également de M. Mbosso que notre Parlement pose problème. C'est comme ça que Congo Profond voudrait lancer le débat comme pour refonder notre État, revoir notre manière d'évoluer. La question même de la responsabilité entre dans la refondation de l'État. Tu es élu, tu as des responsabilités. Et tant que responsable, tu dois présenter un rapport après que tu es... Parce que pendant ces vacances-là, ils sont payés. On les donne le frais pour aller pendant les vacances parlementaires. Et à la fin, tu ne restitues pas. Tu ne dis pas ce que tu as les faire. Et la République perd comme ça. Parce qu'il te donne l'argent, mais tu ne restitues pas les comptes rendus du pourquoi tu es parti. C'est déjà là la question. Et ensuite, c'est là. Nous avons 500 députés. Aujourd'hui, M. Mbosso était clair. Chers collègues qui étaient les groupes rebelles. On nous apprend qu'il y a des députés qui sont dans les groupes rebelles. Donc, des députés qui nous tuent. Donc, nos fossoyeurs qui sont députés aujourd'hui. Pourquoi ne pas donner des noms? Pourquoi ne pas donner des noms? Venons au Sénat. Nous avons un Sénat qui pose problème parce que les soubassements, même l'arbre sur lequel elle est assise, pose problème. Nous avons des élections qui ont été maillées de tentatives de corruption. Plus de 4 plaintes déposées. Louzolo, Bambiada, Bombole, Alain Antounou. Quelles sont les conséquences de ces plaintes-là aujourd'hui? Est-ce qu'on a poursuivi les députés provinciaux pour ça? C'est là toutes les questions. Donc déjà aujourd'hui,
il y a une crise. La crise part de l'instabilité même de nos institutions et de par leur sous-bassement, parce que ces élections n'ont pas transcendé le volet. Ça a suffisamment évolué. Après de 3 ans déjà, après l'élection, on va vraiment revenir encore en arrière. Nous sommes appelés aussi à avancer. Si pour vous, évolution égale voir nos enfants étudier au nombre de 50 dans une salle, je serais contre. Si pour vous, évolution, c'est de voir 150 conseillers, je suis contre. Si pour vous, évolution, c'est les dépenses budgétaires, je suis contre. Le pays n'évolue pas, parce que les pays devaient évoluer lorsque le peuple devait se retrouver dans la gouvernance. Mais dans la gouvernance, le peuple se retrouve. Comment parler d'évolution? C'est là la question, parce qu'aujourd'hui, nous avons d'abord une CENI qui pose problème, parce que c'est une CENI qui est assise sur l'arbre de la politisation. Le président de la PAJ l'a dit, il est impensable, inimaginable de vouloir dépolitiser la CENI. Et aujourd'hui, on peut poser la question au gouverneur, combien avez-vous déjà réservé comme quote-part de la CENI pour les élections 2023? On ne vous donnera pas des... Non, mais Jonathan Ngumbele, vous êtes cadre de l'AMUCA. Vous êtes également, ça tombe bien, vous êtes juriste de formation et d'ailleurs vous êtes assistant. Il vous arrive d'accompagner des professeurs au niveau de l'université de Kinshasa, UNIKIN. Pensez-vous vraiment qu'il est facile que de participer à la gestion de la CENI sans verser dans la politique? Parce que vous gérez une chose éminemment politique. Ces discours-là, ceux qui les tiennent, ce sont ceux qui ne maîtrisent pas la Constitution. Parce que la Constitution loge la CENI dans le rang des institutions d'appui à la démocratie. Parce qu'une institution d'appui à la démocratie... En tenant compte de la personne congolaise, hein? J'arrive. Une institution d'appui à la démocratie, c'est une institution éminemment indépendante. Pourquoi? Parce que son travail va dans l'élan d'instaurer la démocratie. C'est pourquoi on l'appelle d'appui à la démocratie. Premier élément. Deuxième élément, aujourd'hui, nous l'avons dit à travers notre proposition, que l'institution CENI devait être gérée de manière rotative par toutes les confessions religieuses. Pourquoi? Parce qu'avec il y a les suspicions qui tombent. Mais lorsqu'on gère plusieurs de manière rotative, nous savons que celui qui commence, c'est peut-être le protestant, mais celui qui va nous amener vers la proclamation de résultats, ce sera un catholique. C'est déjà ça la question. Et deuxièmement... C'est pas fastidieux. Quand on sait comment est-ce que nos hommes d'église se comportent, je vois en globalité. Hein. Je vais vous donner un cas type. Pour le bureau de la CENI, on a retenu 7 membres. Seul le président viendra de la société civile composante confession religieuse. Alors qu'on les 6 autres. 8 branches ici. J'arrive. Les 6 autres, 4 viendront de la majorité, non, 3 de la majorité et 2 de l'opposition. Alors que le bureau, c'est l'organe de gestion permanente. Et lorsqu'il faille décider, vous êtes sûr que 3 plus 2 plus 1, qui va gagner? Et venons à la plénière, où on dit qu'il faut avoir 15 membres. Et nous, dans notre proposition, nous avons suggéré qu'il ait 25 membres. Pourquoi? Qu'on implique l'ordre des avocats, qu'on implique l'ordre des magistrats. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sent l'avocat venir, lorsqu'on sent le magistrat venir, on transcende une certaine vérité. Parce que la petite mésaventure que nous avons vécue en 2018, où nous avons vu le scène des validations sur invalidation, invalidé sur invalidé, nous a jeté un discrédit sur l'échiquier international. Preuve en aujourd'hui, nous payons plus de 520 députés. Parce que ceux qui ont été invalidés injustement ont saisi la Cour africaine et ont été réhabilités. Et la République aujourd'hui est contrainte de les payer. C'est là même le problème. Donc nous pensons, nous, que la question de la dépolitisation, c'est possible, à la condition de vouloir. C'est pourquoi nous avons appelé à consensus à son temps. Même fort malheureusement, le régime actuel a fait un forcing pour avoir cette loi. Vous, quand on vous appelle, on vous lance, on vous donne quand même une opportunité de pouvoir venir, vous ne vous venez pas. Mais lorsque vous vous exigez qu'il y ait rencontre, quand les autres ne viennent pas, vous vous fâchez. Le consensus n'est pas égal de donner l'opportunité. Dans une république, on ne donne pas l'opportunité. On invite les Congolais pour échanger république. Parce que quand nous appelons les... Entre-temps, les besoins des Congolais sont là. En fait, c'est le problème. Nous avons appelé le consensus parce que nous voulons évoluer. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que dans les FCC, il n'y a pas ceux qui proposent. Non, dans les FCC, il y a également ceux qui proposent. Et c'est pareil dans la MUCA. Nous avons mis notre proposition sur table. Appeler les FCC, appeler la société civile, que chacun propose. Okay. Alors, on va quand même faire un flashback pour revenir sur cette affaire-là de la loi Tchani, ou proposition d'initiative de Tchani sur la nationalité. Mais il y en a, ceux des Congolais qui pensent qu'il n'y a pas un moment X pendant lequel on doit venir déposer une telle proposition. Vous pensez que le bon moment serait lequel? Je pense qu'il faut d'abord... Laisser passer ces mandats? Même 10 ans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de l'effort de tout le monde. Nous voulons que tout le monde apporte sa pierre. Avec cette loi, rassurez-vous que tous les compatriotes qui ont eu à avoir des enfants avec des sujets étrangers et dont ces enfants-là sont méritants, seront discrédités dans cette loi. Je prends un exemple clair qui a d'ailleurs été relayé par une députée, une dame députée.
Nous avons aujourd'hui l'héros, que nous célébrons tous, Mamadou Ndala. Mamadou Ndala était de père malien, mais il a accepté de donner sa vie pour les Congo. Nous avons aujourd'hui le joueur, Marcel Tisserand par exemple, qui fait la fierté de notre pays, en dehors tout comme à l'extérieur du pays, ou à l'intérieur. Il n'est que d'un seul parent congolais. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme ça. Aujourd'hui, moi j'ai des amis qui sont à l'école royale militaire de Belgique. Aujourd'hui, ces amis-là vont finir la formation. Et simplement parce que ils ne sont que de pères congolais, lorsqu'ils vont intégrer l'armée, vous l'interdisez de devenir général, malgré qu'ils ont des compétences. C'est là le problème, M. Eric. Donc moi je pense que l'opportunité pour nous actuellement, c'est d'abord d'inviter tout le monde pour construire ces pays, pour construire et bâtir un État solide. Après, quand nous allons réfléchir pour dire, voilà, nous pensons opérationnel. Déjà que la question en elle-même a été tranchée, parce que la Constitution le dit, l'article 72, article 102, 106, 13, il y en a 220, il y en a beaucoup. Donc, moi, je pense que les débats ne devaient même pas avoir lieu. Peut-être que la volonté de vouloir ajouter de père et de mère va peut-être arriver. Parce que, là encore, c'est notre problème. Parce que quand on parle de nationalité d'origine, la loi sur la nationalité qui a été déclarée conforme à la Constitution par l'ancienne Cour suprême de justice a tranché la question. Alors, on va terminer par un sujet qui a aussi fait soulever des vagues de partout. Il s'agit de la levée ou non des immunités de Matata Ponyo Mapon, Augustin, un sénateur élu de la province du Maniema. Alors, ça s'est poursuivi parce que le dossier premier, c'était en rapport avec le dossier Bukangalonzo. Et puis après, il y a eu vote. Le Sénat avait refusé de lever ses immunités. Mais il y a eu un autre dossier relatif à l'indemnisation de ceux qui avaient été victimes de l'affaire des aérianisations dans les années 70 sous le maréchal Mobutu. Et puis, il y a eu Matata Ponyo qui a été assigné à résidence. Et puis après, nous avions appris par devers les sources dignes de foi que non, les juges ont procédé à ce qu'ils ont appelé la levée de main. C'est un langage assez technique, vous qui êtes juriste. Quand est-ce qu'on parle de ça? Et il s'agissait de quoi exactement? Déjà, je pense que M. Bati a compris qu'à dans un certain moment, lorsqu'on atteint certaines fonctions de responsabilité, il ne faut pas agir par précipitation. Je pense qu'il a compris parce que je m'étais posé la question de savoir pourquoi. Pour une même session, 2 réquisitoires arrivent. Pour le premier, vous le soumettez à la plénière et pour le second, vous ne le faites pas. Vous prétendez que vous êtes le bureau, que vous devez le faire et vous votez à l'unanimité. Moi, je considère ça comme un acharnement. Pourquoi? Parce que la personne de Matata est sur le viseur de la gouvernance actuelle depuis un certain moment. Mais voilà aujourd'hui que la réalité les rattrape. Nous avons dit, dans des États sérieux, l'égalité de tous les Congolais est prônée par la Constitution. Déjà. Je poserai la question, pourquoi M. Eteni Longondo, M. John Tumba n'ont toujours pas été livrés à la justice? Pourtant, il y a des réquisitoires sur la table de M. Mbosso. Parlant du dossier Covid, la gestion de l'argent et tout ça, autant de millions. C'est en fait ça la réalité. Donc, de dollars. Certains sont considérés comme intouchables et d'autres non. Aujourd'hui, oui, on a levé les immunités. Jusqu'à aller appliquer l'article 102 de la loi qui organise la Cour constitutionnelle pour assigner à résidence. Mais voilà, 24 heures après, on a décidé d'ordonner cette main levée-là, qui conduira sûrement. Oui, justement, la main levée, en langage social, veut dire quoi? On a levé la main sur sa détention d'abord. Parce qu'assigner à résidence, c'est au fait ce qu'on appelle autrement le MAP. Oui. Mais comme, voilà, comme il est justiciable de la Cour constitutionnelle, ces personnes-là, on ne les envoie pas en prison immédiatement. On les assigne à résidence. Ça veut dire que désormais l'État congolais te surveille. Les gardes qui sont là, tu es en prison mais chez toi. Et même pas chez toi, on t'envoie dans une maison officielle, donc la maison de l'État. Chez nous ici, c'est une des hôtels de la République qui est considérée comme les lieux où on assigne les gens à résidence. Mais lorsqu'on décide la main levée, ça veut dire qu'on te rend ta liberté. On lève ta détention. Donc il est passé d'une situation de détenu par MAP, mandat d'arrêt provisoire, à devenir un homme libre par cette décision de main levée. Qui est la conséquence de 3 choses. Déjà, quand on mappe quelqu'un, c'est lorsqu'il y a réunion de 3 éléments. Il y a les indices serrés de culpabilité, la crainte de sa fuite et son identité qui est douteuse. Matata Ponyo est sénateur dans cette république. Le nom est connu, Matata Ponyo Mapon, tous est connu. Et les indices serrés de culpabilité. Je n'ai pas assez d'éléments, mais le premier élément que j'ai du dossier, c'est qu'il aurait ordonné la suspension de paiement pour ces dossiers-là des aérianisations.
Et déjà, si ces 3 éléments étaient réunis, vous avez même ordonné son map jusqu'à la signer en résidence. Et 24 heures après, on apprend que vous avez ordonné la main levée. Donc, soit le travail a été fait de manière célèbre, tout en laissant certains déchets, ou simplement on a agi par précipitation. Et c'est ce qui nous a conduit aujourd'hui à voir que Matata est redevenu un homme libre. Et c'est que nous félicitons la justice pour cet élan-là. Mais nous pensons que pour les prochaines occasions, il faut essayer de prendre un peu plus de temps pour enquêter et se documenter. Pour agir en connaissance de cause. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes sur Belle News TV et l'émission Congo Profond. Nous rappelons que nous avions reçu pour vous Jonathan Mbele, qui lui est cadre de l'Amouka. Vous avez entendu, bien qu'il soit de l'Amouka, mais il reste droit dans ses bottes. Et puis, il garde sa liberté de penser et de parole. Il vous dit ce que lui pense être bon ou pas. Alors, nous invitons tous les Congolais, de partout où vous êtes, bataillons dur pour construire ces pays. Ce pays, il est nôtre de par nos parents, nos aïeux et tout ça. Un bon écrivain d'ailleurs qui mérite d'être élu, je cite Victor Hugo, il disait dans l'une de ses œuvres, Le Misérable 1, 2, 3, lorsque vous ouvrez une école, c'est une prison que vous fermez. Et nous pensons dans Congo Profond que l'une des priorités de la République démocratique du Congo, c'est justement l'éducation, l'instruction de nos enfants. Nous sommes entourés par 9 pays. Si nous arrivons à bien éduquer, à bien instruire nos enfants, personne de l'extérieur ne viendra leur faire de problème. Mais si nous ratons cela, nous connaîtrons l'hécatombe. Et nous ne voulons pas en arriver là. Si vous avez aimé, merci et au revoir.